Spectateurs et africains des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons le privilège sur Africa Vision Nouvelle de recevoir Dr Ousmane Kaba. Ce dernier est ministre conseiller, chef de bureau de stratégie, président du comité de coopération sino-guinéenne. Donc nous avons le privilège de l'avoir ensemble avec nous ici sur Africa Vision Nouvelle. Alors, nous allons commencer par des petites questions. Nous savons que vous avez beaucoup cherché à connaître la situation en Guinée. Donc, voilà la bouche autorisée qui peut nous donner beaucoup plus de précision au lieu de nous cantonner sur les à peu près. Bonjour, monsieur le ministre. Nous recevons dans nos murs sur Africa Vision Nouvelle. Nous voudrions savoir quelle est la situation actuelle en Guinée, et plus précisément à Conakry, puisque nous avons appris qu'il y avait beaucoup de secousses en ce qui concerne les manifestations. Est-ce que vous avez laissé le pays tranquille? Oui, je crois qu'à Conakry, plutôt, ça se passe très bien. Moi, je ne sais pas qui vous donne ces renseignements. Nous sommes dans une position politique qui est sereine. D'ailleurs, la dernière manifestation de l'opposition, c'est-à-dire la ville morte qui était prévue le jeudi, n'a pas eu lieu parce que simplement les gens n'ont pas suivi ce mot d'ordre de ville morte. Je pense que les Guinéens ne se trompent pas. Ils essayent de faire la différence entre la réalité et les prises de position politiciennes. Nous avons un nouveau régime, un nouveau président démocratiquement élu depuis 1 an et demi. C'est vrai que nous avons quelques retards dans les élections législatives, mais tout le monde connaît la cause. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant l'élection présidentielle de 2010, en Guinée, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de temps entre les deux tours à cause du fichier électoral. C'est un fichier électoral où il n'y avait que la moitié des électeurs qui étaient recensés. Et il est question aujourd'hui de faire la révision de ce fichier depuis pas mal de temps. Et nous sommes en train de faire ce processus. Ce que je veux dire, c'est que le président, le professeur Alpha Condé, est un combattant de longue haleine qui s'est battu pendant près de 50 ans pour instaurer la démocratie en Guinée. Je pense qu'il est le plus mal indiqué pour bâillonner la liberté. Et au contraire, il veut être tellement sûr que les choses se passent en toute transparence qu'on prend toutes les précautions pour que les élections législatives à venir ne soient entachées d'aucune anomalie et que ce soit des élections libres, crédibles et transparentes. Ce sont ces précautions que nous sommes en train de faire et nous sommes en pleine révision du fichier électoral. Tout le monde connaît à ce niveau. Et effectivement, vous avez parlé de ce qui s'était passé à Conakry. On a lancé un mot d'ordre pour la grève. Rien n'a été suivi. Donc, c'est-à-dire tout le monde était à son poste de travail, a quitté la Guinée. Et dans sa suite, vous semblez être parmi les gens qui l'ont accompagné jusqu'en Asie. De quoi s'agissait-il? Dans tous les pays, pour mobiliser les amitiés de la Guinée qui étaient absente sur la scène internationale pendant longtemps, d'une part à cause de la maladie prolongée du dernier président, le président Conté. Donc c'est le combat, comme on dit, pour la Guinée, et il est très actif sur la scène internationale. L'un des axes forts de cette coopération, c'est la coopération sud-sud, surtout la coopération avec les pays émergents, notamment la Chine, mais aussi la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, sans compter les grands pays arabes. Et c'est l'une des nombreuses tournées qu'il est en train de faire. Cette fois-ci, nous sommes partis de Conakry pour aller à Rio de Janeiro à la réunion sur l'environnement, réunion internationale. Ensuite, le président s'est envolé pour la Thaïlande, à Bangkok, et pour une visite officielle de 2 à 3 jours, qui a été suivie par la visite en Malaisie, à Kuala Lumpur, également pour 3 jours. L'objectif de ces différents déplacements officiels, c'est de tisser les relations d'amitié et de coopération avec les pays émergents. Vous savez que la Guinée, c'est un pays qui a accumulé beaucoup de retard à cause de l'histoire politique de la Guinée. Il est grand temps de rattraper ces retards et c'est un objectif important pour le professeur Alpha Condé. Alors,
l'objet de ces visites essentiellement, c'est de chercher la coopération dans les domaines. Il faut également faire la coopération dans le domaine des secteurs porteurs de croissance, dans le domaine agricole notamment, dans le domaine du secteur minier. La Guinée, c'est un grand pays minier. On est en train également de mettre en place le plus gros projet de l'Afrique actuellement pour une enveloppe de 19 milliards de dollars dans le domaine de l'exploitation et de l'exportation du fer, notamment le fer de Simandou, qui est l'un des derniers grands gisements à haute teneur de fer dans le monde. Et ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de travail actuellement avec les grandes multinationales Rio Tinto et Chinalco, une entreprise chinoise, et la Guinée. C'est une joint venture avec les 3 partenaires. Mais à part cela, nous sommes en train de chercher des moyens pour faire les infrastructures de routes, des infrastructures de télécommunications, de ports et d'aéroports, sans compter tous les autres secteurs, le secteur des petites et moyennes entreprises, le secteur des télécommunications, dans le domaine de l'agriculture, parce que là encore nous avons l'ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans très peu de temps. Donc on est en train de s'investir également dans ce secteur. C'est pour vous dire simplement que la Guinée travaille aujourd'hui. Nous sommes en train de mettre les soubassements pour la relance économique de ce pays, et nous avons l'ambition dans les 10 années à venir que la Guinée soit aussi parmi les pays émergents. Et nous avons des atouts pour cela. Voilà un peu l'objet de tous ces déplacements, c'est surtout dans le domaine de la coopération économique. Et je m'empresse de vous dire que la Guinée est tellement bien gérée depuis 1 an et demi que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, que des organisations internationales, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, ont accepté de faire un programme formel avec la Guinée sur 3 ans, parce que nous avons eu une gestion budgétaire très responsable en 2011, où le déficit est passé, je rappelle, de 13% à 2%, c'est extraordinaire. 2% du pays. Nous avons eu le programme avec les institutions de Bretton Woods, mais en avril dernier, la Guinée a eu un allègement de 151 millions de dollars sur sa dette extérieure. Et à partir de fin juin, il y aura une évaluation. Si elle est concluante, comme nous l'espérons tous, la Guinée va bénéficier de l'allègement au titre du PPTE, pays pauvres très endettés, où tous ces pays vont accorder l'année. Je pense que d'ici septembre, ce sera fait, à l'instar de la Côte d'Ivoire qui vient de bénéficier aussi de cet allègement. Et après, la Guinée va être dans une meilleure position financière pour pouvoir réaliser les ambitions. Mais vous êtes sans ignorer que l'arrivée du professeur Condé à Paris a suscité certains remous dans les collectifs de Paris politique. Les gens sont descendus sur la rue, ils ont manifesté le 30 juin devant l'Assemblée nationale française pour décrier, selon eux, la mégestion. Donc dans la mégestion, ils parlent plus particulièrement des traques des politiciens, plus particulièrement les gens qui sont dans l'opposition. Ils n'ont pas un mot à dire, et pourtant, le professeur Condé, avant qu'il soit au pouvoir, cette télévision à laquelle vous passez aujourd'hui, a essayé de tout faire pour le promouvoir, croyant que c'était un démocrate. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu une déception pour nous qui l'avons soutenu, pour l'opposition, qui pense que maintenant qu'il y a démocratie en Guinée, ils peuvent s'exprimer, mais ils sont en train d'être saccagés, ils sont en train d'être réprimés et réduits au silence, monsieur le ministre? Malheureusement bâti sur des choses qui ne sont pas objectives, je le regrette. Vous venez de dire il y a 1 minute que l'opposition guinéenne a manifesté à Conakry et a appelé à une ville morte qui n'a pas été suivie par la population de la Guinée. C'est vous dire que tout le monde a l'occasion de s'exprimer en Guinée, puisqu'ils sont capables de faire des villes mortes, de faire des mouvements de grève sans que les gens ne les suivent. Ça veut dire simplement qu'il y a des prises de position politiciennes qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Alors, il y a quelques personnes qui tiennent à manifester devant l'Assemblée nationale française. C'est ça aussi la liberté.
Et c'est vrai, moi je suis très étonné, parce que quand on laisse l'opposition s'exprimer, ce qui est normal, c'est sur le fil droit de la démocratie, on nous accuse encore de tous les mots. Le fait que les Guinéens ne suivent pas à Conakry les mots d'ordre de l'opposition, je pense que c'est ça l'objectivité. Ça signifie simplement que ceux qui sont sur place se rendent compte que c'est des prises d'opposition simplement politiciennes. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, le professeur Alpha Condé a tenu un très grand meeting à Paris, où il y avait énormément de monde. Ça veut dire la majorité des Guinéens croient au professeur Alpha Condé. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons en toute transparence. Je pense que nous devrions peut-être faire un effort de distinguer entre la réalité et les passions des politiciens qui souvent essaient de raconter beaucoup de choses. La Guinée a un régime démocratique. Les Guinéens peuvent manifester non pas seulement à Paris, mais à Conakry, tous les jours. Que le président soit en Guinée ou qu'il soit à l'extérieur, tout le monde a pour des gens qui connaissent quelle a été l'histoire politique de la Guinée, c'est un grand progrès qui devrait être salué par tous les médias et tous les hommes de bonne volonté. Qu'aujourd'hui encore on puisse faire des grandes manifestations à Conakry, appeler à des grèves, appeler à des villes mortes, et qu'il n'y a pas de clash avec la régime militaire où il y a eu beaucoup de catastrophes, vous vous souvenez? Et le président a dit que cette fois-ci, nous allons éviter d'avoir à regretter ces choses-là. L'armée n'est plus dans les rues en Guinée. Il n'y a que la police et la gendarmerie qui sont désarmées, même quand il y a des mouvements politiques. C'est dire notre ambition d'instaurer réellement la démocratie en Guinée. Et malheureusement, nous avons beaucoup d'activistes qui font de la politique dans la presse et basés sur des éléments qui ne tiennent pas compte de la réalité. Était que la manifestation organisée par l'opposition n'a pas été suivie le week-end dernier. Maintenant, nous parlons de la démocratie. Bientôt 2 ans, le président Conté est en place. Il a un gouvernement. Mais comment pouvez-vous fonctionner pendant plus de 2 ans bientôt sans mettre en place le pouvoir législatif? Et c'est un des éléments que les gens sont en train de décrier. Ce retard, vous l'avez bien expliqué, dû à la liste électorale. Mais c'est avec cette même liste électorale qu'il a été voté. Donc vous voulez dire qu'il n'a pas été voté par la majorité des Guinéens. Alors, comment pouvez-vous fonctionner bientôt 2 ans sans pouvoir législatif, et quelle loi vous êtes en train d'appliquer? Que pendant la dernière élection présidentielle, c'est la moitié de la population en âge de voter qui était sur le fichier électoral. La moitié. Donc c'est ce qui explique quand les 2 tours en Guinée, nous avons fait près de 4 mois. C'est très inhabituel. Alors lorsque le président Alpha Condé a été élu, il a dit ce que nous souhaitons vraiment, c'est que les élections législatives soient meilleures que les élections présidentielles et qu'elles ne devraient souffrir d'aucune contestation. Donc la Commission nationale électorale a commencé à travailler et à réviser le fichier électoral. Malheureusement, l'opposition a encore mal joué et c'est elle qui a demandé d'arrêter les recensements il n'y a pas très longtemps. Parce que c'est des prises de position politiciennes. Donc nous sommes dans cela, mais le président Alpha Condé a dit il faut que les élections se passent en 2012, avant la fin de 2012. Ça fait 1 an et quelques mois. Hein? Et nous sommes en train de tout faire avec la Commission nationale électorale, qui, je précise, ne dépend pas du gouvernement, n'a pas été nommée par le professeur Alpha Condé. C'est une commission indépendante qui propose un calendrier qui doit être accepté par l'ensemble des partis politiques. Ce qu'il a fait, le professeur, par contre, il y a 2 mois, c'est de relancer le dialogue politique pour que la CENI puisse réellement s'impliquer en toute transparence avec tous les partis politiques pour qu'on arrive rapidement à un consensus. Nous sommes aussi désolés plus que l'opposition, parce que le professeur Alpha Condé est majoritaire dans le pays. Il est très pressé pour qu'on ait des élections législatives. Nous allons tous travailler, non seulement avec le pouvoir en place, mais les partis d'opposition, pour que cette élection puisse enfin avoir lieu avant la fin de 2012. Mais avec toutes les garanties de transparence, toutes les garanties de participation de tous les acteurs à ce processus électoral, pour que les résultats ne souffrent d'aucune contestation. Mais est-ce que le gouvernement financier vient du gouvernement? Non, mais bien sûr, les moyens ont été dégagés. Tous les moyens ont été dégagés. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied maintenant pour qu'il y ait le Conseil national transitoire, CNT,
qui fait office de législateur et qui a été mise en place pendant la période transitoire et qui continue, qui n'a pas été mis en place par le professeur Alpha Condé non plus. Donc c'est un conseil qui existe avant ce président et qui continue son travail législatif. Du développement de l'économie, qui est votre domaine bien entendu. Vous avez dit que vous étiez en Asie, en Malaisie, plus particulièrement avec le professeur Condé. Et vous avez dit, vous êtes en train de chercher les moyens pour relancer l'agriculture, relancer la production en général en Guinée et aussi chercher à mettre l'infrastructure en route. C'est bien comme programme. Est-ce que vous ne voyez pas que cette politique de marché, plus particulièrement avec la Chine, c'est une politique suicidaire? Nous l'avons vu avec les Chinois partout en Afrique, là où ils sont. Au lieu d'utiliser la main-d'œuvre locale, nous voyons la multiplicité des Chinois qui descendent. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce genre d'activité aussi en Guinée, monsieur le docteur Kaba? Des problèmes, moi je vois des opportunités. Je pense qu'il faut camper le problème dans sa globalité, dans une vision historique. Les pays africains ont été indépendants depuis les années 60, au début des années 60. Le gros problème qui s'est posé à l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème des infrastructures de base. C'est-à-dire que notre coopération traditionnelle jusqu'à présent n'a pas dégagé suffisamment de moyens pour faire toutes les routes, pour faire l'eau, l'électricité, et pour faire l'ossature des télécommunications. Moi, je suis un vieux routier de l'économie. Si vous avez à faire une route de 100 millions de dollars, traditionnellement, vous allez réunir 10 à 15 bailleurs de fonds. Et ça prend 5 ans pour harmoniser la position des bailleurs de fonds et 5 autres années pour débourser. Et généralement, encore aujourd'hui, l'Afrique est sous-équipée. Et lorsqu'on est dans cette position, il n'y a pas de possibilité d'avoir une forte croissance économique et d'émerger. Aujourd'hui, l'Asie est une chance pour l'Afrique, parce que l'Asie a les marchés. Je rappelle que la Chine est le plus grand marché aujourd'hui dans le monde. La preuve, les grands pays occidentaux tels que les États-Unis et l'Europe vont chercher des moyens financiers en Chine, simplement parce que la Chine est l'atelier du monde et qu'elle vend au monde entier. En contrepartie, elle reçoit des flux financiers importants. Si ces pays occidentaux le font, pourquoi l'Afrique se priverait de le faire? Je ne comprends pas très bien. Par contre, là où je peux être d'accord avec vous, c'est que nous devons être vigilants de telle sorte que les investissements qui sont faits par les Chinois et les Asiatiques en général en Afrique soient des investissements qui profitent à nos pays africains dans toutes ces dimensions. Je rappelle que lorsqu'on fait de gros investissements, même dans les infrastructures, l'objet est de relancer l'économie. Et cette relance de l'économie passe au moins par 3 canaux. Ça passe par la création d'emplois. C'est là qu'il faut être vigilant pour qu'on emploie des Africains, des Guinéens dans tous les emplois pour lesquels ils sont qualifiés et qu'on les forme pour les emplois pour ça. Donc il y a le canal de la création d'emplois qui permet de distribuer suffisamment de revenus. Deuxièmement, il y a le canal de la contribution budgétaire, la fiscalité qui permet donc à l'État d'avoir beaucoup plus de moyens qui peuvent être passés par des entreprises locales en termes de sous-traitance. Donc en Guinée, nous sommes très vigilants sur tous ces aspects dans nos accords avec la Chine et l'Asie, comme on l'était d'ailleurs avec nos accords avec les Européens, les Américains et autres. La Guinée continue à faire une coopération traditionnelle fructueuse avec tous ses partenaires traditionnels, sans compter les organisations internationales. J'ai parlé tantôt de l'action de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, qui ont délivré un certificat de satisfecit à la Guinée il y a juste un mois. C'est pour vous dire que la gestion est saine. Et nous travaillons avec les Européens, avec la France, avec les États-Unis, mais nous travaillons aussi avec les pays asiatiques qui sont émergents. Je vais vous dire, l'une des choses que nous avons retenues en Malaisie, par exemple, c'est un pays qui est passé d'un état de sous-développement à un état de pays émergent en une génération, en 30 ans. Grâce à un grand architecte qui s'appelle Mohamed Mahathir. Et il était important pour nous de comprendre un peu comment ce pays a fait ce passage jusqu'à être très rapidement un pays émergent. Brutalement en Afrique,
Mais c'est notre rôle d'économie, c'est notre rôle de gestionnaire, c'est notre rôle de leadership, de réfléchir comment adapter les stratégies qui ont fait le succès de l'Asie maintenant dans le canal traditionnel, alors que le monde est en train de changer, il faut en tenir compte. Le président français Mitterrand avait dit il n'y a pas de relations d'amitié d'État à État, ce sont des relations d'intérêt. Alors quand vous dites que vous coopérez avec la Chine, la Malaisie et autres, donc en revanche, pour qu'ils vous donnent des routes, pour qu'ils mettent en place certaines infrastructures, qu'est-ce que vous les avez promis? Nous avons un cas du Congo-Kinshasa que vous connaissez bien en tant qu'économiste international. Ils ont signé des contrats où les Chinois doivent exploiter gratuitement des minéraux pendant 30 ans. Juste pour donner quelques routes et de quelques kilomètres. Est-ce qu'en Guinée, vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que vous avez donné en échange pour que les Chinois vous donnent cet argent et cette main-d'œuvre? Nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs que ces pays. Le leadership en Guinée a avisé, lorsque nous discutons avec les Chinois, avec les Malaisiens, avec les Thaïlandais, comme avec les Français, les Américains, un peu partout, la coopération est basée sur des intérêts mutuels. Et c'est à la partie africaine de défendre les intérêts de l'Afrique. Je pense que le problème n'est pas la nature de la coopération, le problème c'est la qualité de leadership. Quels sont ces gens qui négocient, qui sacrifient les intérêts de leur pays pour des multinationales? Que ces multinationales soient chinoises, américaines ou européennes ne fait absolument aucune différence. Je pense que nous devons avoir le sens de la responsabilité, le sens du devoir vis-à-vis de notre peuple. Et nous devons être interpellés aussi sur ce que nous faisons, car nous avons le devoir de rendre compte. C'est pour ça qu'on veut de la transparence, c'est pour ça que nous voulons de la démocratie. Que tous ceux qui engagent des pays africains soient tenus responsables de ce qu'ils font. Et c'est ce que nous faisons. Je vais vous donner un exemple de coopération que nous avons eu avec la Chine. L'un des gros problèmes que la Guinée a eu pendant ces dernières années, c'est le manque d'électricité. Tout le monde le sait, y compris les Guinéens. Le premier chantier de coopération que nous avons eu avec la Chine, c'est la construction du barrage. Un barrage qui s'appelle le barrage de Caleta pour 240 mégawatts. Ce barrage coûte 454 millions de dollars. La Guinée a payé les 25%. Exim Bank de Chine a payé les 75%, 334 millions de dollars. Mais ces 334 millions de dollars ont été prêtés à des termes concessionnels. Ce que nous appelons les termes concessionnels parce que c'est des prêts qui ont 35% d'éléments de don et qui permettent de ne pas avoir de problème avec les institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire qui sont du reste au courant de ce genre de financement. C'est une exigence. Pourquoi? Parce que des pays qui sont nos créanciers traditionnels vont alléger notre dette. Ils ne peuvent pas accepter, et à juste raison, qu'au même moment on s'endette très cher vis-à-vis des autres bailleurs de fonds. C'est comme si vous transférez leur argent dans les poches des autres bailleurs de fonds. Donc il faut s'assurer que les prêts qui sont faits, que nos emprunts sont faits à des bons termes de Chine sur 334 millions de dollars. Voilà le genre de coopération que nous faisons. Et on s'assure que le travail sera fait par des Guinéens et que ça répond à un besoin énorme d'électricité dans ce pays et que c'est tout à fait à l'avantage de la Guinée. Donc je dirais plutôt que vous avez raison, nous devons rester vigilants pour défendre nos intérêts. Le dirigeant africain n'a pas à aimer la Chine, nous n'avons pas à aimer la France, nous n'avons pas à aimer les États-Unis. Nous avons à aimer notre pays. Nous devons faire de notre mieux pour défendre nos intérêts. Les relations internationales, là je suis d'intérêt de l'Afrique. Ce n'est ni la faute de la Chine, ni la faute de l'Amérique ou des États-Unis si nous avons des dirigeants qui ne répondent pas aux aspirations de nos pays. Nous devons être responsables. Voilà ce que je peux vous dire. Dr Kaba, la question que je voudrais encore poser, et cela encore dans le domaine où vous êtes, surtout de la planification et en tant qu'économiste. Donc nous avons vu que l'infrastructure africaine et guinéenne est par terre. Et ce qui fait un peu mal, c'est surtout le social.
il y a l'éducation. Vous avez dit que la potentialité de l'Afrique et de la Guinée, c'est sa jeunesse. Et cette dernière a besoin d'une éducation de base. Qu'est-ce que vous avez fait et quelle est la priorité que vous vous êtes donnée pour que la jeunesse puisse assurer de cette éducation et que le social de ce dernier ou de cette dernière puisse aller de l'avant? Puisque quand vous faites des routes, nous savons la valeur de route, mais dans l'immédiat, la population continue à souffrir. Voilà bientôt 2 ans que vous serez là. Qu'est-ce que vous avez fait que vous pouvez montrer à la population que voilà, depuis que nous sommes là, nous vous avons répondu à ceci et cela? Est-ce que concrètement vous avez un exemple à nous donner? Qui est en même temps acteur et sujet du développement économique. C'est-à-dire que nous devons avoir une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre compétente, capable de soutenir la compétition internationale pour créer la richesse. Mais cette même richesse est créée à l'avantage des êtres humains que nous représentons, de nos compatriotes. C'est pour vous dire simplement que le renforcement des capacités, l'éducation, c'est au centre des préoccupations. C'est très important. Et nous avons fait déjà beaucoup d'efforts et nous allons continuer à le faire pour que la jeunesse que nous formons soit une jeunesse formée pour demain, pas pour le passé. Cela suppose d'abord l'ouverture, cela suppose la compétence acquise pour le marché intérieur, mais aussi pour le marché international. C'est pour ça, l'un des grands projets que nous avons ces temps-ci, c'est le projet d'Internet, ce qu'on appelle le backbone. Nous avons déjà, malheureusement, la Guinée a été privée de cet outil privilégié. Donc nous avons aujourd'hui Internet qui est fixé en fibre optique en Guinée. Il va falloir faire maintenant le backbone, c'est-à-dire distribuer sur toute l'étendue du territoire national, même dans les villages. C'est un projet que nous allons faire dans les mois à venir. C'est un projet important, innovant, qui pousse justement la qualification de nos jeunes dans les universités et les écoles. Nous faisons beaucoup de progrès pour que l'éducation soit modernisée. Je vous parle, moi-même je suis fondateur d'une université privée, la plus grande université en Guinée qui s'appelle l'université Kofi Annan. Et ça fait des années que je m'investis dans ce domaine pour préserver la qualité de la formation de nos jeunes. Et au niveau du gouvernement, beaucoup de mesures ont été prises. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas ennuyer vos téléspectateurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour investir massivement dans l'éducation, il faut avoir de la croissance économique. Il faut que le budget soit fort. Et pour cela, il faut investir dans les secteurs porteurs de croissance. En Guinée, par exemple, la première des choses que nous avons faites, c'est d'investir dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que le secteur agricole absorbe 75% de la population. Si vous voulez envoyer la prospérité à votre pays, ben commencez par là où la majorité de votre population vit. Nous avons envoyé un signal très fort. Ce gouvernement a distribué des herbicides, des engrais, et avec une subvention de plus de 50%. Que ces paysans se sont dit, c'est la première fois que le gouvernement pense à nous depuis plus de 20-25 ans. Et ça a encouragé la production agricole, qui est la base de la prospérité dans nos pays. Nous avons relancé la culture du coton, qui avait été abandonnée, et qui va permettre de distribuer des revenus seulement pour mécaniser la riziculture, parce que le riz est la base de l'alimentation dans notre pays, mais aussi pour faire des aménagements, parce que le grand défi du 21e siècle, ce sera un défi alimentaire. Ne l'oublions pas, la crise de 2006 a rappelé à tous les économistes, à tous les planificateurs, que c'est le secteur stratégique qu'il ne faut jamais oublier, l'agriculture. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler sur l'éducation de nos jeunes. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et le gros défi de toute l'Afrique, pas seulement de la Guinée, en ce 21e siècle, c'est le défi des infrastructures, encore une fois. On ne peut pas développer un pays sans avoir de bonnes routes, sans avoir l'eau, sans avoir l'électricité, sans construire des universités, des écoles pour nos milliers de jeunes qui sont notre actif principal. Eh bien ça, ce sont ces infrastructures de base de télécom et autres qu'il faut faire. Sans cela, il n'y a pas de croissance économique. Pendant les 20-30 années à venir, 30 années qui sont passées, l'Afrique n'a pas été capable de mobiliser des ressources financières en quantité suffisante pour mettre en place ces infrastructures. C'est là que l'Asie devient une chance pour la Guinée et pour l'Afrique en général. Nous avons des ressources naturelles que malheureusement nous n'avons pas pu valoriser pendant tout ce temps. C'est le moment de le faire, mais avec des gens qui sont compétents, qui
des gens qui sont engagés et des gens qui veulent vraiment défendre l'intérêt de leur pays. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Nous sommes tous informés, et vous particulièrement, que le sida est un problème. Vous venez de la Guinée. On parle de l'Afrique comme étant le grand berceau des Sidaïens. Alors, vous avez une information sur ce qui s'est fait chez vous, puisque vous êtes du gouvernement. Quelle action faites-vous pour prendre en charge cette population qui a un problème, puisqu'il y a le problème des médicaments qui coûtent excessivement cher et qui sont presque inexistants encore en Afrique. Qu'est-ce que la Guinée a pu faire pour la prise en charge de sida et de la prévention de cette maladie aussi? Il y a ce qu'on appelle les mesures préventives qui sont faites par la sensibilisation, la distribution des préservatifs. C'est quelque chose qui se fait en Guinée déjà depuis plusieurs années, mais ce sont des mesures qui ont été accélérées et intensifiées ces derniers temps en Guinée. Le deuxième volet, ce sont les mesures que nous prenons pour les personnes qui sont déjà atteintes malheureusement de sida. Donc là, il faut faire une action de solidarité envers ces personnes en mettant des médicaments à leur disposition. Cela se fait aussi en Guinée. Nous avons des centres de distribution pour des personnes qui sont infectées. Et le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour soulager leur souffrance. Et un autre aspect, c'est l'intégration dans la société, pour que ces gens ne se sentent pas comme des parias. Mais la société guinéenne est une société solidaire et très ouverte. Je pense que nous avons un peu moins de problèmes que d'autres pays pour cette intégration sociale. Monsieur le ministre, vous êtes là, plusieurs fois vous avez dit, vous avez fait la différence. Donc vous avez amené la démocratie en Guinée. Croyez-vous, le professeur Condé et Dr Kaba seront prêts à laisser le pouvoir au terme de leur mandat si jamais le peuple guinéen ne leur témoignait pas leur confiance aux élections? Je vous réponds oui. Il n'y a aucune raison de s'agripper au pouvoir lorsque vous n'êtes pas capable de rendre service efficacement à votre peuple. Et je répète encore une fois, c'est que le président, c'est quelqu'un qui a lutté très longtemps pour instaurer la démocratie et qui veille lui-même pour ne pas que les limites soient franchies lorsqu'il s'agit de défendre l'homme, ses convictions et ses priorités. L'être humain doit jouir de sa liberté naturelle. Et nous sommes convaincus de cela. Il n'y a prenons le cas du Sénégal, nous avons vu la démocratie en train de défendre la liberté des autres de s'exprimer. Je ne vois pas en quoi nous allons connaître le même scénario. Ceci dit, je pense que c'est aux peuples africains de prendre leur destin en main. Que ce soit le peuple guinéen, que ce soit les autres peuples africains. Nous devons mettre en place des structures. Nous devons avoir une jeunesse capable de dire non à la dictature. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Et personnellement, je pense que ce n'est pas aux dirigeants de donner la liberté à leur peuple, c'est au peuple d'arracher leur propre liberté. Et plus particulièrement ici à New York. Vous êtes dans nos murs, vous les avez rencontrés, ils sont nombreux. Quel message avez-vous apporté à ce dernier ou à la communauté en général et qu'est-ce que vous espérez d'eux? Mais une bonne partie. Et nous avons passé un message de solidarité parce que nos pays sont confrontés à de tels défis qu'on ne peut pas gaspiller nos ressources dans des querelles vaines. Alors nous avons dit que le professeur Alpha Condé, comme l'ensemble des dirigeants de la Guinée aujourd'hui, souhaite que les Guinéens se donnent la main. Cela ne signifie pas qu'il faille faire de la démagogie politique. On peut avoir des divergences en politique, je pense que c'est tout à fait normal. Mais nous devons être assez tolérants lorsqu'il y a des défis majeurs, lorsqu'il y a des intérêts de la nation, que l'on se donne la main. Donc nous avons dit que ce que nous souhaitons, c'est que toutes les composantes de la Guinée se donnent la main. Une exclusion de quelque nature que ce soit. Parce qu'en tant qu'acteur politique, notre rôle est de faire avancer la société. On ne peut pas faire avancer une société dans la haine ou dans la division.
Donc nous sommes là pour prôner l'entente entre les Guinéens parce que nous en avons besoin. Il ne faut pas l'oublier. Non seulement en termes d'investisseurs qui drainent chez nous tous les jours, et tous les Guinéens le font. Parce que c'est un pays où les gens, lorsqu'ils sont à l'extérieur, sont encore beaucoup plus patriotes. Donc ils envoient beaucoup d'investisseurs en Guinée. Ils essaient de prendre soin de leur famille, qui sont la famille qui est en Guinée. Tout ça, c'est des contributions au pays. Et quelle que soit la sensibilité politique, lorsqu'on est président d'un pays, on n'est pas président d'une ethnie, on n'est pas président d'un parti politique, on est président de tous les citoyens, quels qu'ils soient. On est même le président de tous ceux qui n'ont pas voté pour vous. Donnez-vous la main, faites des réseaux de solidarité, travaillez avec nous pour faciliter votre retour au pays, parce que vous êtes porteur de compétences. Faites tout pour bien éduquer vos enfants, au développement de la Guinée. Et nous avons ajouté qu'en réalité, si on regarde les États-Unis, c'est une leçon de solidarité pour nous les Africains. Prenez une ville comme New York. Vous avez des dizaines de millions d'habitants. Vous avez les gens qui sont venus de tous les horizons. Des Noirs, des Blancs, des Asiatiques, des chocolats, tout ce que vous voulez. Mais tous ces gens s'entendent sur l'essentiel pour former un pays. Pour former une ville où il fait bon vivre. Ils vont dans la même direction. Même s'il y a beaucoup de sensibilité politique, je crois que ça doit être une leçon pour nous les Africains, qui sommes dans des petits pays qui représentent à peine une grande ville ici aux États-Unis. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas se donner la main. Alors que nous formons la même famille. Si je prends le cas de la Guinée, vous ne voyez aucune famille où il n'y a pas toutes les ethnies réunies. Donc je pense que c'est ce message de solidarité que nous avons essayé de passer à ceux qui étaient présents à cette convention, pour que le message aille au-delà de la convention et s'adresse à ceux qui n'étaient pas là, et que ce soit un ciment. L'unité nationale doit être la réconciliation, ça doit être l'objectif vraiment de tout dirigeant guinéen et même de tout dirigeant africain. Docteur Ousmane Kaba, c'est vraiment de la clarté qu'on a eue. Nous sentons encore une fois en vous un panafricaniste et nous croyons que les Africains pouvaient s'inspirer de votre sens. Nous sentons en vous un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ceux-là qui nous suivent pour l'instant, nous vous disons que nous avons intérêt à vraiment supporter nos leaders. Et si jamais ces leaders, ils sont derrière nous. Et on vient de vous dire tout de suite là que c'est le peuple qui arrache le pouvoir et plutôt laisser le pouvoir vous donner par les politiciens, puisqu'ils en ont besoin, ils ne peuvent pas lâcher. Alors,